Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Les députés de l'opposition présents au Parlement viennent de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires libéraux, démocrates et Alliance républicaine évoquent plusieurs raisons, parmi lesquelles la question de la nouvelle constitution. La 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger a débuté ce vendredi à Conakry. C'est une rencontre qui regroupe 9 pays et qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 12e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN. Lauréat du prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, le Premier ministre d'un régime dont il est le pur produit, fils de modeste villageois devenu espion en chef, a initié de profonds changements en Éthiopie, suscitant espoir et inimité. Encore une fois, bonsoir. C'est officiel, les députés de l'opposition suspendent leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'UFDG, l'UFR, l'UDG et l'UPG. Les membres des groupes parlementaires libéral, démocrates et Alliance républicaine évoquent plusieurs raisons pour justifier leur décision. Une annonce qui suscite une vague d'indignation du côté de la majorité du RPG Arc-en-Ciel. C'est un reportage d'Alcéné Bari et de Yacouba Traoré. Au terme d'une plénière émaillée de vives discussions autour de la nouvelle constitution, les partis politiques UFDG, UFR, UDG, UPG, les libéraux démocrates et l'Alliance républicaine se retrouvent dans cette salle. Une vingtaine de minutes de débat, puis une déclaration. Considérant que la décision du président de la CENI fixant la date du 28 décembre est illégale dans la mesure où elle viole le code électoral, notamment en ses articles 17 et 29, considérant que la date proposée est techniquement intenable en raison des réalités du terrain, de la complexité des activités et ou des opérations, ainsi que des délais légaux incompressibles, les députés des partis ci-dessus énumérés décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. La décision est fustigée par les députés de la mouvance qui parlent d'une trahison. Je déplore cette attitude s'ils la mettaient en exécution. Mais s'ils ne la mettent pas en exécution, si c'est seulement pour nous dire, nous de la mouvance, qu'ils veulent, entre guillemets, nous effrayer, bon, ils peuvent nous effrayer, mais il ne faut pas qu'ils le mettent en application. Jamais un débat politique dans les états-majors ne doit être transporté au sein de l'hémicycle. C'est les synthèses des débats politiques qui doivent être transférées au sein de l'hémicycle. Cette suspension des activités de l'opposition ne devrait pas impacter les différentes plénières, encore moins le vote des lois, au dire de certains députés de la mouvance. Si la décision de l'UFR est désormais connue, celle de l'honorable Dine Touré reste floue, car le député n'a pas pris part à la déclaration. Pourtant, il était à la plénière. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, le président du groupe parlementaire Alliance républicaine ne quittera pas le Parlement. Honorable Dine Touré de l'UFR estime que cette décision est contre-productive. Il était absent à cette rencontre, nous y reviendrons. Dans moins de 72 heures, l'opposition réunie au sein du FNDC entend manifester contre le régime pour dénoncer sa volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution. Et sur la question, l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré n'est pas contre. Il demande aux autorités de l'encadrer. Il est au micro de Rosaline Goto-Monemo. Les manifestants eux-mêmes prônent la paix. Ils disent qu'ils déconseillent toute violence à tous les niveaux, ce qui est déjà une bonne chose. Il faudrait que les autorités veillent à ce qu'il en soit bien ainsi, pour le bien de tous les Guinéens dans l'exercice de la démocratie. Mais je pense qu'on doit permettre aux Guinéens de manifester librement où qu'ils le veulent et comme ils le veulent, sans qu'ils soient obligés de se confiner à des quartiers, à des secteurs. La
38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger a débuté ce vendredi à Conakry. Il s'agit en effet d'une réunion préparatoire du 12e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN. Au menu, l'exposé des rapports d'évaluation de l'exercice 2018 en vue de leur validation par le Conseil des ministres de l'ABN, des cadres venus des 9 pays membres, mais aussi les partenaires techniques et financiers ont pris part à la rencontre. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahima Souri Camara. Le Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger intervient après la réunion du comité technique des experts qui s'est ouverte le 7 octobre en début de semaine. À l'entame de la rencontre, la projection d'un film documentaire sur la dégradation du fleuve et ses affluents a levé le voile sur la nécessité d'agir au plus vite pour la protection du bassin, actuellement à l'agonie. Le bassin du Niger, à l'instar d'autres bassins fluviaux, est menacé par les effets du changement climatique. Ces effets se manifestent par la dégradation de l'environnement, la fragilisation et l'aménagement des ressources naturelles. Et cette dégradation est si exacerbée par la pression exercée quotidiennement par les populations que les ressources naturelles dans notre espace fluvial sont en train de disparaître. Désertification, ensablement, déforestation, ces phénomènes néfastes à la survie du bassin ont pris une proportion inquiétante dans tous ces 9 pays qu'ils traversent. Les partenaires techniques et financiers sont interpellés par la situation et veulent bien maintenir leur appui aux différents programmes de l'organisation, mais à condition qu'elles restent respectueuses d'un certain nombre de préalables. Il s'agit du suivi hydrologique à l'échelle du bassin, de l'assistance aux États pour concevoir et réaliser les ouvrages hydrauliques optimaux au regard des besoins économiques et des impératifs environnementaux et sociaux. La gestion coordonnée des réservoirs et des grands prélèvements d'eau. Et enfin, le mandat de faire appliquer la charte de l'eau. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique est à ce jour l'un des plus importants projets de l'ABN qui nourrit comme ambition renforcer la résilience en vue de la restauration des écosystèmes du bassin. Le secrétariat exécutif pour parvenir efficacement à cette mission a émis des recommandations. Pour mieux affronter les défis auxquels l'ABN fait face, il est important de procéder au recrutement des cadres mentionnés dans le rapport du comité technique des experts. Une première satisfaction, l'adhésion du Conseil des ministres au rapport de gestion organisationnelle et fonctionnelle de l'organisation qui souhaite ardemment que l'ensemble des recommandations qui lui a été soumises précipitent l'action des dirigeants de l'ABN. Les infections associées aux soins et résistance antimicrobienne, la Guinée en souffre. Pour tenter d'endiguer ce problème de santé publique, des spécialistes se retrouvent pour tenter d'endiguer le phénomène à des pistes de solutions concrètes. Mamadou Sadio Baldé et Alexa Marasila pour des explications. En plus des Guinéens, des spécialistes de 8 autres nationalités se retrouvent pour évoquer une préoccupation de santé publique autour d'un congrès. Le thème de ce congrès, c'est les infections associées aux soins et la résistance antimicrobienne. La résistance antimicrobienne, et pourquoi ce thème? Puisque actuellement, la résistance antimicrobienne constitue un vrai problème. Pour choisir ce thème, il a fallu que le personnel médical fasse une autocritique. Le diagnostic fait doit être mis à la table pour des discussions entre spécialistes. L'utilisation des antibiotiques n'est pas raisonnée. Et en première intention, lorsqu'un patient vient à l'hôpital, nos collègues, ils essaient de mettre l'antibiotique le plus puissant pour pouvoir contrôler toutes les maladies que le patient pourrait avoir. Donc, c'est cette attitude qui n'est pas normale. En tant que médecin, le ministre d'État à la Santé invite au personnel soignant au professionnalisme et à la discipline. Il faudrait que dans l'administration des antibiotiques, qu'on observe des règles et des règles strictes. C'est d'abord les doses à respecter, les délais d'application, la rigueur dans l'application, l'observance dans l'application.
Une conjugaison d'efforts propose le représentant de l'OMS, accentuer les recherches, renchérir le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais au niveau de la recherche scientifique, nous avons aujourd'hui des laboratoires très équipés de très haut niveau, comme l'IRBAG à Kindia, l'ancien Institut Pasteur. La recherche responsable, une application rigoureuse des produits et des fabrications responsables doivent guider le personnel de la santé pour sauver les patients. L'humanité célèbre la journée internationale de la jeune fille chaque 11 octobre et ce vendredi à Conakry, l'association Chance et Protection pour toutes a saisi l'occasion pour sensibiliser les voyageurs pour mieux se faire et les jeunes ont choisi la gare routière de Matam. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. La gare routière de Matam, prise d'assaut par l'association Chance et Protection pour toutes. La structure est ici pour célébrer la journée internationale de la jeune fille à sa façon. Le choix pour cette gare voiture, c'est de venir rencontrer les gens qui voyagent afin de leur expliquer c'est quoi l'importance d'amener une fille à l'école, c'est quoi l'importance de ne pas violenter et violer une jeune fille, c'est quoi l'importance surtout de ne pas exciser la jeune fille. Durant des heures, les passagers, les chauffeurs et autres personnes concernées par le bonheur de la jeune fille sont sensibilisés. Les cibles sont bien touchées, c'est pour cela qu'on a choisi une gare routière, histoire de faire passer le message d'ici de Conakry jusqu'à Zérékoré. Les organisateurs souhaitent que le message véhiculé ici soit transporté et diffusé par les voyageurs à travers le pays et même hors des frontières. Ces choses entendues rassurent cette passagère qui s'apprête pour Farana. Avec la sensibilisation là, comme moi aussi j'irai au village là-bas, je vais passer le message. En tant que mère, en tant que femme, je vais passer le message. Le fouet de la sensibilisation touche aussi les pères de famille. Ils promettent d'être des porteurs du message. La première des choses, halte à l'excision, donner de l'éducation à les enfants, à les filles, et scolariser les jeunes filles. Je suis porteur de ce message. Au cours de ces interventions, l'association Chance et Protection pour toutes invite les autorités guinéennes à sévir contre les auteurs de violences que subissent les petites filles dans le pays, principalement l'excision et le viol. Encourager l'instruction et la qualification socio-professionnelle, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale de la jeune fille. Mais vous allez le constater, beaucoup de jeunes filles ignorent l'existence de cette journée. Mamadou Kalisso et Amara Alex Silla ont fait une immersion dans des ateliers de coiffure et suivez. Loin des projecteurs, des discours officiels et autres promesses, ces jeunes filles préparent leur avenir. Elles ne savent même pas que ce 11 octobre est leur journée. Une journée initiée par les Nations Unies pour promouvoir leur épanouissement socio-professionnel. Certaines parmi elles ont abandonné les cours très tôt pour diverses raisons. J'ai étudié jusqu'à 10e année. Bon, j'ai vu mes sœurs, ils ont fini d'étudier, mais pas de travail. Donc moi, je vis ça, je demande à mes parents de me faire rentrer pour que je m'apprenne un métier. D'autres n'ont jamais été à l'école. Elles reçoivent des cours élémentaires 3 fois par semaine, explique la maîtresse. Il y a certaines qui viennent qui ne savent même pas écrire leur nom. Il y a d'autres qui ne savent rien, même ne connaissent pas A. Bon, j'ai pris les gens pour les apprendre à savoir écrire et lire. Parce que la couture, sans connaître, écrire les noms des clients, écrire les mesures, écrire les prix, c'est pas bon. Apprendre à coudre est leur principal objectif, mais à côté, la maîtresse leur apprend le savoir-vivre en société, dans le foyer, l'éducation sexuelle. Elle parle entre femmes sans tabou. Aujourd'hui, les hommes, on ne les fait pas de confiance. Parce que tu peux suivre un homme aujourd'hui, demain, il te trahit. Dès que tu tombes enceinte, il te laisse. Alors que c'est toi qui perds. Donc, elle nous conseille de ça aussi.
Cette dame pratique ce métier depuis 27 ans. Elle a formé plusieurs générations de filles qui ont ouvert leur atelier et forment d'autres jeunes filles gratuitement. Par mois, 10 000, 20 000, 15 000, je ne prends pas ça. Pour faire venir les enfants, pour inscription, c'est 100 000. 10 noix de cola, c'est fini. Ces jeunes filles ne demandent pas assez à l'État, seulement des actions fortes et concrètes pour leur épanouissement. Les ressortissants de Sarakeli dans la préfecture de Télémilé participent activement au développement de leur localité. À travers une bonne coordination, ils ont réussi à construire un collège et un lycée dans leur district en vue de faciliter l'accès à l'éducation de leurs frères. Un exemple d'initiative locale de développement à imiter Idrissa Bari et Givril Kaba Kamara. Il n'y a pas de développement communautaire sans initiative locale, disait un administrateur. C'est ce message qu'a compris les fils ressortissants de Sarekali dans la préfecture de Télémilé qui, à travers des actions de développement socio-éducatif, s'investissent dans le développement de leur communauté. Après le collège, ces ressortissants ont réalisé un lycée au sein de leur localité pour faciliter l'accès à l'éducation de base à tous. Vous voyez le premier bâtiment mère qui a été construit par le PACV. Mais les agrégats ont été envoyés par les ressortissants en Angola. Les autres bâtiments que vous voyez sont construits par les ressortissants de l'Angola. Le bâtiment qui est à côté, qui est de la direction, c'est les gens de la Belgique. Le bâtiment qui est en chantier, c'est les ressortissants de la France. C'est une participation communautaire. C'est les ressortissants qui envoient l'argent, qui est géré par une partie des ressortissants se trouvant à Conakry, qui paye le matériel, qui envoie et que nous faisons les activités avec cette équipe sur place. Toutes ces réalisations sont faites selon un comité de coordination dirigé par Elhaj Ousmane Zamano, DAF de l'Université Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Grâce à son leadership, la communauté exprime ses besoins qui sont soumis à l'appréciation des ressortissants qui se mobilisent aussitôt pour subvenir aux besoins de leur village natal. On avait le collège ailleurs. On a eu besoin de construire un lycée. Nous avons eu ce domaine avec les ressortissants. On a trouvé un autre domaine, mais pour eux qui étaient plus petits, avec leur ambition. Donc à partir de là, ils ont constaté que Sarekali en a besoin. C'est sur demande de la communauté que ces réalisations ont été faites. Étant une commune de convergence, la communauté s'investit aussi dans le recrutement du personnel enseignant pour assurer l'animation pédagogique des enfants de la localité. Depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons recruté 7 enseignants communautaires et ils sont là depuis 2012. Ils participent activement dans la réalisation pédagogique et administrative et pour la mise en œuvre de toutes les activités du lycée et collège Sarekali. Vous avez remarqué les résultats de cette année. Ce lycée a fait 100% au BPC grâce à ces efforts de ces communautaires-là. Au baccalauréat, le lycée de Sarekali a enregistré 11 admis sur les 20 candidats présentés. La commune invite l'État au secours en envoyant des enseignants pour la formation des élèves de cette commune. Bonne nouvelle pour le continent africain, le lauréat du prix Nobel de la paix est africain. Il s'agit d'Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, un régime dont il est le pur produit, fils de modestes villageois devenus espions en chef, a initié de profonds changements en Éthiopie, suscitant espoir. Suivez. Abiy Ahmed est désigné Premier ministre en avril 2018. Après plus de 25 ans d'un pouvoir autoritaire, issu de la plus grande communauté du pays, il est le premier Oromo à occuper le poste. En 1 an et demi, ce fils de modeste villageois, devenu patron des services de renseignement, a initié de profonds changements dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Dès son investiture, sa priorité est la paix avec son voisin érythréen. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen qui a duré des années, nous voulons que cela cesse. Pour le bien commun de nos deux pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des 2 nations liées par le sang, nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. En juillet 2018, la paix entre les 2 pays est signée. Les frontières rouvrent.
Abiy Ahmed ordonne aussi la libération de milliers de prisonniers politiques. Mais le Premier ministre réformateur peine à récolter les fruits de son ouverture. Le rapprochement avec l'Érythrée stagne, les frontières sont à nouveau fermées. Et de nombreuses régions sont touchées par des violences intercommunautaires. Assurer la paix en Éthiopie est le principal devoir du gouvernement. L'un des moyens d'y parvenir est de s'attaquer aux zones de conflit potentiels et d'assurer une paix durable. Les conflits actuels en Éthiopie doivent être résolus, mais nous ne craignons pas qu'ils compromettent les réformes en cours. Les réformes ont été menées par le peuple et sont menées par le peuple, donc elles ne s'arrêteront pas. Prochaine étape donc, trouver une réponse aux conflits intercommunautaires et surtout organiser des élections libres et équitables en mai 2020. Ce journal est réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et moi je vous donne rendez-vous demain et bonsoir.